Moi, j'aimerais vous parler d'excellence opérationnelle. Qu'est-ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 prochaines années? Évidemment, je ne suis pas encore Nostradamus. J'aime beaucoup parler de passé, ce qui s'est passé dans le passé. J'aimerais vous donner les grandes lignes, comme Luc l'a fait de manière très précise, et il l'a vécu d'ailleurs pendant 10 ans. Moi, je vais vous projeter, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les activités de l'excellence opérationnelle et de nos entreprises, nos activités professionnelles. Alors déjà, je rappelle, c'est quoi l'excellence opérationnelle? Je vous l'ai présenté lundi, les étudiants, mais tout le monde n'a pas forcément la même définition. Ce sont toutes ces méthodes, tous ces outils, tous ces systèmes qui nous permettent de nous améliorer en continu. Mais en fait, ce n'est pas spécifique à une entreprise. Vous prenez un sportif de haut niveau, un champion, il va travailler des méthodes pour s'améliorer en continu. Il va faire de la pratique, il va prendre un coach, il va s'entraîner tous les jours. C'est une forme d'excellence opérationnelle très terrain. Vous avez la même chose avec des médecins, des chirurgiens de haut niveau, des communicants politiques ou qui font des conférences. Et c'est la même chose pour nous, étudiants, qui travaillons tous les jours à découvrir de nouvelles compétences, à acquérir nos diplômes, ou alors professionnels à développer nos compétences. Donc il y a différentes méthodes d'excellence opérationnelle qui permettent d'être plus efficaces, d'aller plus vite, d'avoir plus de valeur et de perdre moins de temps sur des choses moins importantes. Donc là, on touche du quoi, du comment et du pourquoi. Du quoi, ça va être des outils très concrets. Du comment, c'est comment on va le faire avec les autres. Et du pourquoi, parce que ça apporte plus de sens. Donc ça, c'est pour rappeler c'est quoi l'excellence opérationnelle. Aussi, dans l'excellence opérationnelle, j'adore parler du passé. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler du passé. Je le rappelle juste. Parce que comme le dit Churchill, si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va aller. Rappelons-nous juste que l'excellence opérationnelle, elle a énormément accru, elle a énormément grandi au XXe siècle. Mais pas seulement. Elle existait avant, comme ça a été cité, ce n'était pas les Phéniciens, c'était les Romains face aux Carthaginois. Mais elle a aussi existé tout au long du XXe siècle avec des civilisations, des organisations, des communautés qui avaient un pourquoi fort. Eh bien, c'est exactement la même chose qui va nous permettre d'approfondir en fait sur les prochaines années et les prochaines décennies. Alors, comment on va faire ça? Voilà une projection. Imaginez tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur les 2-3 derniers siècles, depuis les 4 révolutions industrielles? La première révolution industrielle, qu'on voit vraiment affichée ici, qui date de 1784 avec la machine à vapeur, puis l'arrivée au début du 19e siècle, ou fin, on va dire, du 19e siècle, de l'électricité qui nous a permis de nous industrialiser beaucoup plus, et puis l'avant-dernière, donc elle s'accélère, ces révolutions industrielles, celle qui a permis d'avoir tout ce qui est électronique, tout ce qui est ordinateur. 1970, ça a été cité tout à l'heure par Luc Chaumette, avec Bill Gates qui voulait un ordinateur, qui proposait un ordinateur partout, et on voit l'impact aujourd'hui d'avoir accès à des objets électroniques qui nous permettent de toucher aux données. Et puis maintenant, on parle de la 4e révolution industrielle, la révolution des data. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières décennies? On travaillait beaucoup sur du papier. Puis on commence à travailler sur des supports un peu digitaux. Et puis avec la crise Covid, on commence de plus travailler en remote, à distance, voire en hybride, les uns par rapport aux autres. C'est exactement la même chose sur les outils. On a commencé à utiliser des PC, l'Internet est arrivé, maintenant on a des apps, et ces apps de plus en plus s'automatisent. Ça veut dire qu'elles traitent les données de manière de plus en plus rapide. Mais la question qui va se passer, c'est qu'est-ce qu'on va faire après avec tout ça? Comment est-ce qu'on va réussir à intégrer toutes ces dimensions? Qu'est-ce qui va se passer en 1925, en 2025, en 2030, en 2050, en 2100? Eh bien en fait, on va apprendre à gérer de plus en plus de complexité, à la fois technique, méthodologique, mais aussi relationnelle, et ce de plus en plus rapide. Et quand on se pose la question, mais qu'est-ce que ça va devenir dans une décennie, 2 décennies, les compétences que je connais aujourd'hui, est-ce qu'elles serviront à quelque chose? Et bien à partir du moment où on se met dans cet état d'esprit-là, et c'est ce que je veux partager aujourd'hui, ça va être beaucoup plus, non pas simple, non pas facile, mais beaucoup plus fluide. Alors déjà, c'est quoi les impacts Covid? Les impacts Covid sont résumés, notamment, j'ai regardé beaucoup, parce que je travaille avec eux à Polytechnique Executive Education, sur les impacts en fait en termes de recherche, sur les modes de fonctionnement. Il y a déjà un impact sur la santé publique. On le voit bien. La santé, quand il y a autant de malades, quand il y a autant de personnes qui risquent de mourir, ça devient prépondérant. Donc la santé a pris le pas sur l'économie en 2020. C'est rare que ça se passe, surtout avec depuis le 20e et 21e siècle. C'est arrivé au début du 20e siècle, mais au 21e siècle, c'est la première fois que ça arrive de manière aussi forte. Lorsqu'il y avait des crises, on parlait de crise économique. Donc il y a cette première dimension. Et puis, il y a une deuxième dimension sur... ça a été cité, on est tous en télétravail, donc quelque part, où est-ce qu'on est installé? Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on mélange travail et privé? Donc il y a cette deuxième dimension de vivre ensemble qui va impacter les villes, l'urbanisme, les transports, de manière différente. Mais il y a aussi les modèles économiques. On redevient un peu plus local, versus le tout global. On a vu que quand on est dépendant de la Chine, pour amener des masques, c'est bien aussi d'en produire chez nous. Donc quelque part, on va avoir un mélange dans les systèmes économiques. Il y a aussi l'impact environnemental,
On ne parle plus forcément de changement climatique, mais il y a un impact clairement sur le climat, mais aussi le RSE, l'impact environnemental qui nous considère. Enfin, il y a la virtualisation, l'intelligence artificielle, le e-commerce qui est de plus en plus fort, le click and collect qui a été cité, et cette virtualisation qui est très différente de la digitalisation, mais aussi de la dématérialisation, dont Luc a très bien parlé. Et bien de plus en plus, on va avoir accès à de plus en plus de données, n'importe où, de manière nomade. Enfin, la dernière dimension, évoquer l'organisation du travail et du télétravail. Donc voilà, on est en 2020, on est en train d'apprendre à gérer toutes ces nouvelles dimensions. Alors qu'est-ce que ça va donner en 2025-2030 ? En 2025-2030, on va avoir toutes ces informations que je ne vais pas détailler sur l'intelligence artificielle, sur le big data, sur l'Internet des objets, le data management, les statistiques, les business intelligence, le digital, le numérique. Et tout ça, ça commence à arriver, mais honnêtement, dans notre vie quotidienne, dans la plupart des entreprises aujourd'hui, où est-ce que c'est ? Quel pourcentage de salariés, d'employés vont vraiment appliquer toutes ces nouvelles notions ? Eh bien, on nous tanne avec ça, et c'est important de savoir. C'est important que les process vont évoluer avec ça. Mais au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est chacun d'entre nous ici, quel pourcentage de ça on va faire ? Eh bien, très peu au final. C'est important de savoir qu'il va y avoir de l'Internet des objets qui existe déjà, qu'il y en aura de plus en plus. Ok, et on va les utiliser. De plus en plus, nos habits, nos outils, nos objets vont être connectés. Mais au final, est-ce que moi, je vais travailler dessus ? Est-ce que ça va m'aider dans mon job au quotidien ? Pas forcément. Pareil, le big data. Toutes ces données qui commencent à être collectées, est-ce qu'elles sont de qualité ? Non. Il va falloir 1, 2, 3 décennies, comme l'a souligné Luc, pour pouvoir vraiment bien les traiter. Et puis, avant de les traiter, il faut savoir bien les renseigner. Donc, quelles données allons-nous renseigner ? Donc, toutes ces notions-là sont à connaître. Mais en même temps, se poser la question, qu'est-ce que ça va changer dans mon job ? Eh bien, justement, en termes de changement dans le job, voici aujourd'hui, en 2020, 2021, ce que peuvent faire les machines et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et comme vous le voyez, on est loin de Terminator dans ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ne peuvent pas encore aller tuer tous les humains. Elles ne peuvent pas encore devenir intelligentes au-delà d'elles-mêmes. Elles n'ont pas encore de conscience propre, même si de plus en plus les chercheurs disent que la conscience de l'Internet, la conscience des données va s'éveiller. Ça, c'est une recherche qui est de plus en plus forte et c'est possible que ça arrive. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En ce moment, les machines, tous les systèmes en fait digitaux vont être beaucoup plus sur la gauche. Prévoir, détecter, mémoriser, proposer les décisions les plus pertinentes, optimiser des tâches et remplacer des tâches principalement administratives. Et les recherches les plus abouties, aujourd'hui, disent que le digital va nous aider dans quoi ? Dans les pratiques de laisser les tâches les plus répétitives, les moins intéressantes, en effet à l'intelligence artificielle. De focaliser sur le jugement et les prises de décision à partir d'arbres de décision qui vont être élaborés et construits au fur et à mesure et que les machines vont pouvoir alimenter par elles-mêmes. Les machines, ça va aussi être des collègues, des assistants. C'est pour ça qu'au début, les téléphones s'appelaient des PDA, des Personal Assistants. On va aussi développer la communication et les réseaux et ça va nous aider à devenir des stratèges qui allons designer la manière dont on va travailler. Voilà ce que ça peut donner. Mais retenons, qu'est-ce que ça va toucher dans mon métier demain ? Qu'est-ce que ça va toucher dans le métier ? Focalisons-nous aussi sur quelles sont les compétences, et ça c'est le Forum économique mondial qui a étudié, d'accord, on vous parle de nouveaux jobs, il va y avoir des data scientists, il va y avoir des pilotes de drones, ok, avant qu'on ait des millions de pilotes de drones, il va y avoir du temps, des millions de data scientists, il va y avoir du temps. Oui, il y aura des experts qui seront plus en contact avec les données. Mais en fait, ce qui compte le plus, c'est des compétences, regardez-les, qui vont toucher à la résolution de problèmes, avant tout, à la gestion de ma propre organisation. Pourquoi ? On le voit. Quand on est chez soi, il faut savoir gérer sa vie privée, sa vie professionnelle. Il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir gérer ses priorités. Eh bien, ce sont les top compétences qui sont utilisées avec le fait de travailler avec les autres et en effet aussi d'utiliser la technologie. Non pas de designer la nouvelle technologie, mais de comprendre, de s'interfacer avec et d'être fluide dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Est-ce qu'on sera tous comme Luc à utiliser notre téléphone pour tout faire ? Peut-être. Peut-être que d'autres non. En tout cas, sur les générations des années 80, 90, 2000 qui ont moins découvert les téléphones et les applications rapides, on pourrait dire manuelles, pour cliquer et scroller rapidement, ça va leur prendre du temps. Mais sur la nouvelle génération, ça va aller beaucoup plus vite. La question, c'est tout le monde va être capable de scroller. Mais qui va être capable de gérer ces applications de la manière la plus efficace, la plus rapide, et de pouvoir traiter ces données de la manière la plus optimisée. Donc voilà ce qui nous attend. 42% des métiers aujourd'hui risquent d'être automatisés. Je ne sais pas si ça va être le cas en 2025. Ça me paraît beaucoup trop tôt. Et après, ça dépend de quel métier. Un métier de conducteur, de camion, peut-être. Quoique la voiture automatisée et le camion automatisé, on n'y est pas encore.
Mais dans les métiers, on va dire plus col blanc, d'ingénieurs, d'analystes, d'économistes, de marketeurs, pas sûr que ça arrive. Par contre, on va nous demander de savoir résoudre des problèmes. On va nous demander de savoir gérer des relations à distance et de gérer cette technologie. Donc c'est là où ça va se faire comme différence. Et voici une image aussi du Forum économique mondial que j'aime beaucoup. Vous avez à gauche toutes les fonctions qu'on a aujourd'hui, notamment la comptabilité, je parle à vous, hein, master, audit et gouvernance, contrôle, assurance qualité, opération, recherche, business développement, etc. Et à droite, on voit beaucoup moins de nouvelles fonctions, qui sont des fonctions qu'on voit dans les startups. Engineering, sales, coordonnées, cloud computing. Donc il y aura des fonctions beaucoup plus génériques, beaucoup plus orientées tech, orientées cyber, orientées startup. En 2050, est-ce qu'il y aura autant de grandes entreprises qu'aujourd'hui? Il y aura peut-être les GAFA, peut-être qu'ils auront disparu. Mais en tout cas, cet esprit d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible et de pouvoir faire évoluer nos compétences plus rapidement est fondamental. C'est pour ça que j'aimerais vous livrer aujourd'hui 3 clés. Les 3 clés de l'excellence opérationnelle et de la digitalisation. La première, je vais me focaliser sur le quoi, les outils. Et on en a déjà vu. On en a déjà vu en cours et on en a pratiqué aujourd'hui. Il y en a pour moi sur 5 dimensions. La première dimension, c'est la valeur. C'est quoi la valeur des activités qu'on réalise? Et du coup, on veut éliminer les pertes. On a vu l'excellence opérationnelle, c'est un socle avant d'aller numériser, digitaliser ou virtualiser. Parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez identifier les pertes et gaspillages et les réduire. Avec du vie ma vie, de day in the life of, ce qu'on appelle le DILO, avec des cartographies de pertes dans l'organisation. La deuxième dimension, c'est d'aller casser les silos. On le voit, les exemples que vous avez partagés, sont des exemples, ce sont différentes fonctions dans l'entreprise qui ne fonctionnent pas ensemble. On voit ça aussi dans les startups. Dès que dans les startups, vous avez des sales qui vendent des produits, des services, digitaux ou pas, les opérations qui les récupèrent derrière n'arrivent pas à s'entendre avec les sales, parce que ce qui a été vendu, ce n'est pas ce qu'on gère aux opérations. Pareil avec la technologie, l'ancien système d'information. Pareil avec la prévente ou le service operations. Donc, vous aurez toujours besoin de casser les silos. Et pour ça, des approches processus et flux, dont on n'a pas arrêté de parler aujourd'hui, ça, c'est une compétence qui va vous être utile. La troisième compétence, c'est l'indiscipline. Pas dans le terme discipline, c'est une contrainte, c'est poussif. Non, discipline, c'est je veux être meilleur, je veux maîtriser mes activités. C'est là où on retrouve le self-management, mais aussi le others management. Comment on va mieux travailler ensemble? Comment est-ce qu'on va mettre de la performance? Comment on va mettre du management visuel et être focus dessus? Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième, vous en avez parlé, c'est les méthodes de résolution de problèmes. On l'a vu, ça va devenir de plus en plus complexe en termes organisationnels, en termes technologiques, en termes méthodologiques. Tiens, il va falloir que je rentre un peu mieux dans le métier. Il va falloir que je comprenne en quoi les outils technologiques vont nous aider ou pas. Donc ces méthodes de résolution de problèmes, c'est un véritable apport. Et la cinquième dimension, ça va être la capacité à partager nos meilleures pratiques, à les diffuser et les partager au sein de l'organisation pour faire que ces meilleures pratiques, elles puissent être appropriées par les autres, non pas imposées, et diffusées. On voit le succès des Instagram, des Facebook, qui nous partagent des mini-vidéos. Pourquoi dans l'entreprise on a si peu de mini-vidéos pour expliquer comment faire? Au contraire, on a des documents Word, des procédures illisibles. Imaginons qu'on s'inspire de ce qui existe dans nos réseaux sociaux, que ça devienne addictif pour apprendre nos métiers et les partager au sein d'une organisation. Ça, c'est aussi une approche qui mélange excellence opérationnelle et digitale. Ça, c'est la première clé. La première clé, ces outils-là, moi je les connais, je les pratique depuis 30-40 ans. Aujourd'hui, ils sont intemporels. Et c'est un socle avant d'aller faire de la digitalisation. Plus on va travailler ces outils-là, plus ça va devenir une évidence. La deuxième clé, ça va être dans le comment. Il y a un livre qui me passionne, que j'ai découvert récemment, qui n'est pas traduit en français, mais qui mériterait d'être vraiment diffusé à plus large échelle, d'Anders Ericsson, qui est un chercheur américain, qui s'est interrogé comment est-ce qu'on fait un expert? Comment est-ce qu'on construit de l'excellence? Et il n'a pas commencé par des experts technologiques, il a commencé par des sportifs de haut niveau, par des musiciens qui sont des référents mondiaux, puis par des médecins, des chirurgiens. Et il a constaté qu'il mettait en place une pratique qu'on appelle la pratique délibérée ou pratique d'excellence, pratique de finalité, qui fait que quand on veut devenir un des meilleurs dans son secteur, que ce soit l'art oratoire, que ce soit du développement logiciel, que ce soit du marketing, que ce soit un sport, il y a une pratique qui est exactement la même. Une pratique extrêmement focus qui va aller décomposer les différentes étapes des tâches que je fais. Et là où j'ai des faiblesses, je vais identifier ma faiblesse, je vais trouver une personne, un benchmark, un référentiel à qui je vais me comparer et je vais pratiquer en étant hyper focus sur le sujet. Cette méthode de pratique délibérée, j'ai découvert que c'était la même dans le Lean.
Dans le Lean, vous allez au Japon. Les maîtres du Lean s'appellent des sensei. Ces sensei, ils vous apprennent à boulonner une vis pendant des heures et des heures à faire le même geste et de voir des micro-détails qui feront la différence pour que la vis soit hyper bien boulonnée. Donc regardez ce livre, allez vous inspirer si ça vous parle. Vous voulez être le meilleur en sport, en musique, en médecine, en marketing, en audit, en contrôle, en excellence opérationnelle. Allez voir ce qu'il vous enseigne. Moi, ça me rappelle ce que j'ai appris quand j'étais chez General Electric, qui dans les années 2000 était l'équivalent des GAFA aujourd'hui, une des entreprises les plus admirées, les plus recherchées. Jack Welch disait, les managers, ils ne sont pas nés managers, ils sont faits managers. C'est la seule entreprise, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai vu un leadership d'un niveau, parce que le leadership, ce n'était pas juste dans les formations de leadership, c'était tous les jours. On pratiquait le leadership au quotidien dans nos réunions de travail. On faisait du management visuel, on se donnait des feedbacks, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce n'était pas parfait, il y en a qui n'étaient pas faits pour cette entreprise, mais clairement, on arrivait à relier l'humain et la capacité technique et la capacité de leadership. Donc, retenons cette deuxième clé. La deuxième clé, c'est la pratique délibérée, la pratique d'excellence. Et là, on a un livre qui donne énormément d'exemples et de références. Et ça permet de basculer dans une courbe qu'on voit ici en doré, qui est une courbe, je vais continuer à apprendre parce que je veux devenir le meilleur dans mon secteur. Je veux être à la rigueur le meilleur parent, je veux être le meilleur ami, je veux être le meilleur orateur, je veux être le meilleur technicien dans le contrôle de gestion. Ben, je ne vais pas lâcher prise et je vais poursuivre. Enfin, la troisième clé, et je vais revenir au pourquoi, qui m'est si cher, une entreprise, une organisation, une personne, pour moi, qui est inspirante, et quelqu'un qui part du pourquoi. L'excellence opérationnelle ne prend pas son pourquoi. Et là, encore une fois, c'est une deuxième chercheuse, Carol Dweck, qui a travaillé sur ce qu'elle appelle le growth mindset, l'esprit de croissance. On a tous du growth mindset et à l'opposé du fixed mindset. Elle a fait une étude passionnante où elle a pris des enfants, elle a fait 2 groupes d'enfants, elle leur a fait résoudre des puzzles, et elle a dit au premier groupe d'enfants, à chaque enfant, « Ah, mais c'est super, tu as résolu le puzzle parce que tu es quelqu'un d'intelligent, tu es né comme ça et tu as une vraie capacité à traiter les problèmes. D'une certaine manière, tu as un QI, un quotient intellectuel qui t'est donné. » Et puis elle allait voir le deuxième groupe d'enfants, elle a dit ah, « C'est super, tu y es arrivé, tu as résolu le puzzle parce que tu te remets en cause, parce que tu as envie de grandir, parce que tu adores le challenge et tu es stimulé par le challenge. » Puis elle a repris les 2 mêmes groupes d'enfants et elle les a mis face à un panel de puzzles plus complexes. À votre avis, que s'est-il passé? Eh bien, le premier groupe d'enfants, à qui elle avait dit que c'était intelligent, ils ont choisi de faire les puzzles les plus simples. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un fixed mindset et ils ont peur de perdre cette identité d'être intelligent parce qu'ils n'y arrivent pas. On a tous été d'une certaine manière conditionnés à avoir un rôle, un titre, et pas forcément vouloir se remettre en cause, sortir de notre zone de confort parce qu'on est intelligent, parce qu'on est ingénieur, parce qu'on a fait Dauphine, parce qu'on a fait telle réussite et qu'on ne veut pas prendre de risques. Ce fixed mindset, c'est celui qui conduit à l'échec. À l'opposé, le growth mindset qui est de se dire, comme Luc nous l'a démontré, tiens, je vais me remettre en cause. Qu'est-ce que je vais changer dans mon équipe? Qu'est-ce que je vais changer dans mes habitudes, dans mes modes de fonctionnement digitaux? Qu'est-ce que je vais changer comme app? Et ça conduit à sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est le cœur de l'excellence opérationnelle. Il n'y a pas une entreprise comme General Electric où j'ai pu pratiquer pendant 8 ans, comme Toyota que j'ai pu auditer, mais analyser, approfondir, benchmarker avec pendant 15-20 ans sur le Lean, ou toutes les entreprises qui font de l'agile aujourd'hui, qui n'est pas dans cet esprit de growth mindset. Donc je vous invite à regarder au fait où est-ce que je suis en fixed mindset, où est-ce que je suis en growth mindset, et où est-ce que je peux m'améliorer par rapport à ça. Donc voici le dernier message pour moi de synthèse sur cette matinée. Merci encore pour l'accueil, merci pour votre implication externe et interne. C'est top de pouvoir ensemble pratiquer de l'excellence opérationnelle et merci de l'avoir partagé avec nous. À bientôt.